Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Au troisième jour de l'audience, dans le procès du coup d'État manqué de septembre, les avocats de la défense ont refusé de s'exprimer, ce qui a amené le président du tribunal à suspendre l'audience pour se pencher sur les récusations et les exceptions. La zone de libre-échange du continent africain ZLEC est née à Kigali au Rwanda. L'accord de création a été signé hier par 44 États qui veulent favoriser le commerce inter-africain. Troisième jour d'audience dans l'affaire du push manqué de septembre 2015. Ce matin encore, on a parlé procédure au tribunal militaire. Et pour l'audience de ce jeudi, les avocats de la défense ont préféré se taire et refuser de plaider pour leur propre recours. Ils dénoncent des entorses à la procédure auxquelles ils disent ne pas vouloir s'associer. Jean-Eudes Bayala, Draman Guéné, Zoubaviel Dabiré. Ils ne se sont pas déportés comme à la première audience, mais ont tout simplement décidé de se taire après une heure de débat sur les procédures. Les avocats de la défense, excédés par ce qu'ils appellent mutisme du président Sédou Ouédraogo sur les recours concernant son auto-récusation et surtout l'attitude du tribunal qu'ils qualifient de partisan, n'ont pas daigné se prononcer sur les autres recours, préférant ainsi laisser parquet militaire et avocats de la partie civile se défouler, pour paraphraser un des leurs. Si vous avez remarqué depuis le début, nous avons posé un certain nombre de problèmes et pour lesquels on n'a pas eu de réponse. On a d'abord insisté sur le fait que le tribunal était irrégulièrement constitué et on a voulu qu'il puisse quand même régulariser la situation pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on est venu, il nous reproche d'être venu, on aurait dû ne pas venir, on est venu. Mais nous on est venu pour qu'on ne dise pas qu'on fuit le débat. Mais on est venu pour poser le problème. Ils sont passés outre. Ensuite, on a posé le problème de la composition même du tribunal. Ils sont passés outre. Et là même, le président du tribunal nous avait dit « Laissez-moi d'abord composer le tribunal et après on va discuter ». Voilà comment j'allais dire, il a pu nous amener à accepter qu'il compose son tribunal. Mais il y a eu une composition irrégulière que nous avons constatée. Enfin, nous avons dit que lui-même, il ne peut pas être à mesure de juger parce qu'il y a une procédure de récusation contre lui. Et l'article 27 du Code de justice militaire dit que le tribunal doit statuer. Il nous demande que c'est quel tribunal, mais on est convoqué devant le tribunal militaire. Il doit statuer avant de continuer. Parce qu'on dit, bon, vous n'êtes pas à même de juger, donc statuer sur ça pour nous dire soit oui, je suis à mesure, ou je ne suis pas à mesure, avant de commencer à recevoir les exceptions. C'est face à cette obstination que nous avons décidé de ne pas partir, mais de nous taire et de le laisser faire. Des arguments balayés du revers de la main par les avocats de la partie civile. Pour Maître Sayouba Ania, si les recours formulés par les avocats de la défense sont recevables dans la forme, dans le fond, ils sont injustifiés et par conséquent susceptibles d'être rejetés. Et pour l'auxiliaire de justice, l'attitude des avocats de la défense n'entame en rien la crédibilité du tribunal. Non, nous ne sommes pas du tout surpris parce que depuis le début, c'est cette manière de faire qu'ils ont adoptée. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas participer loyalement. Ils utilisent donc des techniques pour ne pas rentrer dans le débat, mais nous voulons aller au débat. Et la loi nous aide. La loi nous aide parce que ce qui est en train de se passer est conforme à la loi. Ils ont usé donc des voies de recours. Des juridictions ont décidé. Aujourd'hui, ils ont décidé de se taire alors que l'article 117 du Code donc, de justice militaire dit que le président ne peut même pas statuer sur les exceptions indépendamment. L'article 117 dit qu'on doit statuer en une seule décision sur tous les incidents et toutes les exceptions qui ont été donc présentées à elle. Donc vouloir imposer à la juridiction de statuer seulement sur les donc, incidents de récusation, c'est vouloir effectivement violer la loi et vouloir utiliser effectivement leur capacité de ne pas participer ou de se taire pour pouvoir faire pression sur la juridiction. Les parties prenantes au procès attendent donc les décisions du tribunal sur les recours formulés par les avocats de la défense. Décisions qui seront rendues publiques le lundi 26 mars prochain.
Maître Sommet et ses confrères disent attendre avec impatience cette décision avant d'aviser. Voilà, Draman Guéné, vous étiez au tribunal ce matin. Alors, pourquoi la suspension du procès? Et voilà, le sujet qui a été évoqué par Zoubaviel David Daviré n'est pas rentré dans le fond. Pourquoi le tribunal a décidé de suspendre la séance? Alors, merci bien, Godefroy Bazier. Contrairement au 27 février dernier, à l'ouverture du procès, quand les avocats de la défense s'étaient déportés, et c'est en ce moment que le juge, le président du tribunal a décidé de suspendre l'audience. Alors aujourd'hui, c'est une suspension de plein droit, parce que la défense avait déposé des récusations et à examiner. Alors pour examiner ces récusations, il faut justement suspendre l'audience afin de statuer. Et c'est à cet exercice-là que le procureur, le juge, le président du tribunal, Seydou Ouedraogo a sacrifié en suspendant et pour donner suite ou pas à ces récusations-là. Donc ça sera motivé, une décision motivée qu'il va prononcer lundi prochain. Alors donc lundi, ça sera la reprise de l'audience? Justement, lundi, ça reprend avec puisque la partie de l'opposition, en fait, pas l'opposition, la défense avait exigé que le président se prononce par une décision motivée. Je crois que lundi prochain, le président et sa suite pourront donc amener des décisions motivées sur les récusations et les trucs qu'ils ont formulés. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de récusations ou d'exemples d'exceptions qui doivent être examinés par le président du tribunal et tout le tribunal qui est en tout cas commis à ce jugement-là? Merci. Alors, ce qui revient très récurrent, c'est la nomination du président et de son juge conseiller. On sait bien que la loi de 1994 disait que le tribunal militaire jugeait en premier et dernier ressort. Et en ce moment, il n'y avait qu'une chambre et c'était la chambre de jugement. Actuellement, c'est devenu une chambre de première instance et une cour d'appel. Pour répondre justement à l'obligation de double juridiction. Voilà, de double juridiction. Maintenant, comme le président et son conseiller étaient nommés avant la modification de cette loi, donc ils étaient nommés pour siéger à la chambre de jugement. Maintenant que c'est devenu une chambre de première instance, les avocats de la défense trouvent que ce n'est pas le même décret, donc ce n'est pas les personnes habilitées pour siéger à cette chambre-là. Donc c'est justement ce recours-là qu'ils ont formulé, que récuser le président et son conseiller. Voilà. Deuxièmement, bon, ils ont encore formulé une exception parce que c'est René Bagoro, le ministre de la Justice, qui a signé le décret, contresigné le décret de nomination du président. Et il est parti au procès. Donc, il est parti civil. Voilà, il est parti civil. Donc, comme il est parti au procès, il trouve que le juge pourrait être acquis à sa cause. Donc, c'est ça aussi qu'ils ont déposé comme exception. Alors tout cela sera examiné d'ici lundi 26 mars. Et voilà, à la reprise donc du procès, on pourra savoir si, en tout cas, les avocats de la défense sont satisfaits de décisions qui ont été prises par le tribunal. Justement, ils ont dit que la décision, ils voudraient d'une décision, que ce soit favorable ou pas, et ils vont aviser. Voilà, merci beaucoup Draman Guéné pour toutes ces précisions sur le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Nous vous retrouverons en tout cas en début de semaine pour la suite donc de l'audience et du jugement des 84 accusés dans ce procès. La suite du journal, deuxième point fort de l'actualité, la ZLEC est née à Kigali. La zone de libre-échange du continent africain a été portée sur les fonds baptismaux. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont signé hier l'accord qui instaure cette ZLEC. 44 États l'ont ratifié et 27 autres ont signé l'accord sur la libre circulation des personnes. La zone de libre-échange économique va permettre de booster le commerce interafricain et consolider et accroître les échanges entre Africains. Reportage de notre envoyé spécial Oumar Zombré. En signant cet accord, les chefs d'État et gouvernements africains viennent de mettre un terme à 2 années de négociations. Des négociations conduites par l'Égypte et le Nigeria. Cet accord est qualifié d'historique et il marque un pas décisif vers une réelle intégration africaine. La zone de libre-échange
continentale est aussi une source d'opportunités pour les acteurs du monde économique. À ce rendez-vous de Kigali, un autre accord tout aussi important que le premier a été signé. Il s'agit du protocole d'accord sur la libre circulation des personnes. Cet accord va permettre aux populations africaines, près d'1,5 milliard, de se mouvoir librement dans tous les États membres. Et les pays qui n'ont pas encore franchi le pas ont adhéré à la déclaration de Kigali, gage de leur participation à ces projets. Il y a des pays dont les législations ne permettent pas de procéder à la signature qu'un représentant de l'État, fut-il chef d'État, procède à la signature. Ça doit passer soit par le Parlement, soit par le Conseil des ministres qui doit approuver. Donc en fonction de ces législatures, on a dit on fait à côté de l'accord une déclaration qui est comme un accord de principe. Les participants se sont donnés d'ici à 1 année pour la mise en œuvre effective de ces accords. Mais au cas où 22 pays les ratifient avant l'échéance, ils entreront aussitôt en vigueur. En signant le protocole de libre circulation des personnes et l'accord de la zone de libre-échange économique, les nations africaines viennent de jeter les bases d'une véritable Afrique sans frontières. Mais pour que cela puisse se concrétiser, il faut que les États signataires puissent appliquer dans toute sa rigueur ces accords. Et ça, c'est une autre paire de manches. Le retour des bourses scolaires au poste primaire et au secondaire a été marqué par la remise de bourses à plus de 8000 élèves. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a procédé mardi dernier à la remise des premières bourses. Coût de ce soutien de l'État à la scolarisation des enfants burkinabés, plus d'1,5 milliard de francs CFA. Reportage d'Aouda Ouattara, Vincent Kendrebego. C'est une première après 20 ans de suspension. Des élèves reçoivent des mains du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des bourses d'études pour l'année scolaire 2017-2018, marquant ainsi le retour des bourses au poste primaire et au secondaire. C'est d'abord un sentiment de joie et puis un sentiment de respect, d'engagement qui ont été pris par le chef de l'État, de rétablir les bourses afin de favoriser donc le développement du capital humain. Maintenant, les défis qui se présentent, c'est la pérennité, la répartition de façon transparente, de façon équitable, et puis l'augmentation de l'allocation. C'est une mesure salutaire selon les bénéficiaires qui se disent reconnaissants aux plus hautes autorités. C'est une véritable bonne nouvelle pour nous parce que nous pourrons profiter de cette bourse-là. Parce qu'il y a certains élèves au Burkina Faso qui rencontrent des difficultés au cours de leur année scolaire. Donc avoir cet argent-là leur pourra d'affronter les problèmes qui viendront. Pour bénéficier d'une bourse, il faut s'inscrire à l'excellence dans les études. Mais pour les années à venir, le gouvernement pense à y ajouter un caractère social. Les critères qui avaient été retenus, c'était uniquement les critères d'excellence et d'accompagnement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils ont souhaité aussi qu'on puisse tenir compte de l'origine sociale des bénéficiaires. Donc nous venons de mettre en place un comité qui va travailler avec les partenaires sociaux qui sont membres du comité. 8272 élèves sont bénéficiaires cette année, plus de la moitié sont des filles. Les bourses ont une valeur allant de 12 000 à 14 000 francs CFA, plus un trousseau pour les élèves de la formation technique et professionnelle, ce qui doit coûter 1,5 milliard de francs CFA au budget de l'État. Fin de séjour pour la représentante résidente de l'UNFPA au Burkina. Le Burkina, pour lutter moyen sa reconnaissance, a organisé une cérémonie de revoir. Elle a été une occasion pour louer le bilan de 3 ans du docteur Edwige Okambi Domingo à la tête de l'institution. Les responsables de l'UNFPA en ont profité pour évoquer la nouvelle signification de les sigles. Nongba Kouda Bouma Ernest Nebier. Très émue, la représentante résidente de l'UNFPA écoute ici le mot de revoir de ses collaborateurs. Après 3 ans de service, Edwige Adekambi Domingo quitte le Burkina. 3 ans au cours desquels elle aura marqué de par son bilan le pays des hommes intègres. Grâce à vos efforts inlassables, il a été possible de mettre en route plusieurs projets. Par ailleurs, vous avez œuvré à la formulation et à l'approbation en fin 2017 du 8e programme de coopération 2018-2020 entre l'UNFPA et le Burkina Faso avec une enveloppe financière remarquable
d'un montant de 22,8 millions de dollars US. Épidémiologiste de formation, Edwige Adekambi Domingo est appelée à servir au Tchad désormais. Pour elle, le Burkina aura été un passage marquant. Je pars enrichi. Enrichi de la très grande résilience de l'administration publique que j'ai observée. Enrichi de la très grande disponibilité des populations et des communautés à comprendre que des pratiques d'avant ne sont plus pertinentes aujourd'hui. La cérémonie a été marquée par la remise de présents à la représentante sortante de l'UNFPA. L'UNFPA, dont le sigle change de définition pour devenir désormais Agence des Nations Unies pour la santé et les droits en matière de reproduction. Une campagne de communication pour expliquer les problèmes que rencontre la Société nationale d'électricité Sonabel, incapable de satisfaire la demande des consommateurs en énergie pendant les périodes chaudes. La Sonabel a rencontré les acteurs de la société civile à Bobo-Dioulasso pour faire l'état des lieux de la situation de l'électricité au Burkina. Lamine Karantao, Saturne Paris. Il veut vraiment qu'on lui rende service. Qui va le guider? Question-réponse sur la situation de l'électricité au Burkina Faso, surtout en cette période de forte demande de la part des consommateurs. La nationale de l'électricité burkinabé, la Sonabel, se prête à cet exercice face aux acteurs de structures et associations bobolaises. La société civile est en contact avec la base, avec les consommateurs, donc ils sont mieux indiqués pour nous accompagner dans la sensibilisation de la population afin que nous puissions faire des économies pour permettre de réduire le déficit que nous avons annoncé qui est de 50 MW. Initiative saluée ici par les participants qui n'ont manqué de faire critiques et suggestions pour l'amélioration des prestations de la Sonabel. C'est vraiment une satisfaction totale. Il faut vraiment une communication très saine et descendante jusqu'à la base. Aujourd'hui, il y a eu moins de coupures. Aujourd'hui, il y a eu coupures, mais on nous a dit que c'est comme ça, on a communiqué, c'est dû à cela. Voilà tout ce que nous voulons. En cela, des dispositions sont prises pour remédier au déficit d'électricité au Burkina Faso. Immédiatement, c'est la ligne d'interconnexion avec le Ghana qui est en train d'être finalisée par la partie ghanéenne. À côté de cela, nous avons la centrale thermique de 50 MW de Kosodo. Nous avons la ligne d'interconnexion avec le Nigeria qui va venir compléter aussi l'offre. Nous avons des projets de centrales solaires à travers le pays. Pour la Sonabel, le recours aux autoproductions d'énergie, la culture de comportement citoyen en ne gaspillant pas de l'énergie sont entre autres des solutions à promouvoir. La Sonabel qui se plie en quatre pour satisfaire 2 millions de consommateurs pendant cette période et qui n'y arrive pas. Et pour cause, les températures caniculaires ont commencé à s'installer depuis février et leur pic devrait être atteint en avril-mai. La chaleur n'est pas sans conséquence sur les organismes, à entendre certains spécialistes rencontrés par Amadou Ilboudou et Vincent Kendrebego. Des températures allant jusqu'à 42 degrés, le Burkina traverse en ce moment une vague de chaleur inédite. Phénomène exceptionnel pour un mois de mars, cette chaleur serait due au changement climatique. Un phénomène qui va faire remonter les vents humides depuis l'océan Atlantique vers toute cette zone-là, la zone qu'on appelle la dépression sahélienne. Là-bas, habituellement, durant l'harmattan, les pressions sont élevées là-bas. Ces températures très élevées ne sont pas sans conséquences sur les organismes. Les personnes les plus vulnérables étant les enfants en bas âge et les personnes âgées. Déshydratation et insolation sont les maux directement liés à la chaleur et au soleil. Dès que l'enfant ne se comporte pas normalement déjà, il faut savoir qu'il y a un problème. C'est des signes que les mamans auxquels elles ne font pas très attention. Des fois, si vous regardez par exemple que vous avez les yeux de votre enfant qui n'est pas comme normal, qui est un peu enfoncé, c'est déjà un signe de déshydratation qui est déjà avancé. Alors, quand l'enfant boit trop, c'est déjà un signe aussi de déshydratation. D'habitude, il ne boit pas autant, mais dès qu'il boit, il commence à pleurer, il réclame, c'est qu'il y a des signes de déshydratation. Mais au-delà des enfants et des personnes âgées, c'est tout le monde qui suffoque. Et si on y ajoute les coupures d'eau et d'électricité,
les nerfs sont à fleur de peau. Surtout les coupures là qui nous dérangent beaucoup. Voilà. Maintenant, la chaleur, ça c'est un effet climatique, on pouvait s'adapter, mais si y avait le courant, on pouvait prendre ça aussi, essayer de gérer avec. Mais comme il n'y a pas ça. La chaleur de ces derniers jours, on peut dire qu'on peut la qualifier d'infernale parce que elle est très dure à supporter pour les grandes personnes, et surtout particulièrement chez les enfants aussi. En moto, on sent que vraiment il fait chaud. Le soleil là, beaucoup. Je n'ai pas les moyens de mettre une climatisation chez moi, donc je fais comme tout le monde et je bois beaucoup d'eau également. C'est le Sahel qui détient pour le moment la palme, avec 42 degrés enregistrés à Dori, le sud-ouest étant la région la plus clémente. Une chaleur insupportable, mais qui n'a pas que des inconvénients, selon les techniciens de la météo. Si cette chaleur se maintient, dès le mois de mai, on pourra avoir quelques pluies. Même vers fin mars, c'est possible. Mais en attendant ces pluies bienfaisantes, un conseil de médecin. Boire beaucoup d'eau, même quand on n'a pas soif, mais éviter de boire trop frais. La chaleur ne devrait pas empêcher la Semaine nationale de la culture de battre son plein et d'être une belle fête. La plupart des artistes sélectionnés pour la compétition du jeu pénal se sont entraînés pour livrer des prestations de qualité à SIA et pourquoi pas repartir de Bobo avec beaucoup de trophées. Dans la région de l'Est, orchestres et slameurs se sont bien préparés pour la SNC 2018. Fada, Presley, Tchemtore, Ibrahim Sanou. Sous les regards avertis de l'empereur Bissongo, les artistes de la troupe Dougulimpo de Fadan Gourmand sont ici à l'œuvre. Pour leur troisième participation à la Semaine nationale de la culture, ils ne comptent pas venir en figurant. Je suis avec des enfants dévoués, des jeunes dévoués à la musique. Ils aiment ça. L'espoir d'abord, il faut aimer ce que tu fais. Nous ne sommes pas seulement un orchestre représentant le gourmand, c'est un orchestre de tout le Gourou. Et nous disons merci à ceux qui nous soutiennent et ceux qui vont venir nous soutenir. Je dis à tous ceux-là qui sont nos mélomanes de ne pas perdre confiance, de rester de notre côté et puis voilà, nous soutenir comme d'habitude. Ouais. Parce qu'ils l'ont fait et ils continuent de le faire. Je suis en colère moi aussi, mais est-ce que je te jette des pierres? Tu m'exaspères, je te dis, mais est-ce que je te fais des misères? Un autre espoir, passé maître dans l'art de la parole. Il s'agit de Minungu Nathanaël, connu sous le pseudonyme de Miller. Premier lors des présélections à Kaya, il compétit dans la rubrique slam. Je dirais que la préparation, elle se fait pas mal. Nous serons au rendez-vous à Bobo. Alors, nous allons faire le maximum. Et nous aussi, on part pour la conquête du premier prix. Donc, je voudrais lancer un appel à tous mes concurrents, mes salutations slamicales. En entendant le début des hostilités à Sebobo 2018, les artistes de la région de l'Est se donnent les moyens pour relever les défis des compétitions. Saïf al-Islam Kadhafi enfonce le clou. Le fils aîné du colonel libyen a indiqué que des preuves claires existent sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président français, qui a été mis en examen hier, a toujours nié avoir reçu de l'argent de Mohamed Kadhafi. Saïf al-Islam Kadhafi se félicite de l'avancée spectaculaire de l'affaire. Il y a 7 ans, le fils du dictateur libyen était le premier à avoir affirmé sur Euronews le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Joint ce mardi par une journaliste d'Africa News Euronews, Saïf al-Islam Kadhafi maintient ses accusations. Il assure détenir des preuves solides contre Nicolas Sarkozy en évoquant un enregistrement. Il ajoute, je cite, « J'ai moi-même été témoin de la livraison de la première tranche d'argent à Claude Guéant à Tripoli ». Avant de conclure, l'ex-président Sarkozy est responsable du chaos de la propagation du terrorisme et de l'immigration clandestine en Libye. La France était à la tête de la coalition qui a soutenu militairement la rébellion contre le colonel Kadhafi en 2011. En septembre, Nicolas Sarkozy effectuait une visite triomphale en Libye aux côtés de David Cameron. L'amitié entre la France et la Libye. Un mois avant la mort du dirigeant libyen.
Terminons ce journal par la revue de presse. L'audience du procès du coup d'État manqué s'est déroulée hier malgré les entorses énoncées par la défense. Les journaux commentent cette reprise et espèrent que les questions de forme feront place maintenant aux questions de fond. Abdoul Rasmanezongo. Nonobstant un spectre alarmant et un doute grandissant d'une suspension comme en février, elle a bel et bien repris l'audience du 21 mars et l'Obs s'en délecte et même distribue des points au tribunal militaire. Oui, le félicite, je cite, pour cette reprise effective du procès. Ça a été une audience dans une audience, fait remarquer Sidouaya. Les deux généraux Bassolé et Djendjéré, ici à l'image et tout sourire, sont en pleine audience privée et en apparence consensuelle. Ce consensus des deux grands accusés cache pourtant mal les joutes oratoires parfois musclées, voire difficilement conciliables, des deux parties, la défense et la partie civile. Les avocats de la défense corroborent l'Express du Faso, jettent un discrédit sur l'impartialité du président du tribunal. Mieux, renchérir le pays, la défense trouve que la composition du tribunal est irrégulière. Faux, rétorque la partie civile, qui parle de chantage du camp adverse, et d'où le titre « La défense récrimine et fulmine », la partie civile s'impatiente et veut aller dans le fond de l'affaire. En tous les cas, tente d'arbitrer aujourd'hui au Faso, avec la reprise du procès du putsch manqué, le monde entier a les yeux rivés sur le Burkina, qui y joue surtout sa crédibilité judiciaire sans précédent. À l'instar des chambres africaines extraordinaires, argumentent aujourd'hui au Faso, qui ont jugé et condamné le président Hissène Habré du Tchad, le tribunal militaire de Ouagadougou devra s'en inspirer et juger les 86 accusés en toute impartialité. C'est donc, conclut le journal, une justice africaine à l'épreuve du terrain. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.